Ma locataire a exigé que je vende ma maison pour financer les études de sa fille, en lui disant: c'est votre devoir de financer son avenir. Elle l'a dit avec la certitude de quelqu'un qui annonce la météo. Ah, c'est ton devoir de financer son avenir. Juste comme ça. Comme si les années que j'avais passées à économiser chaque centime, chaque week-end manqué avec mes enfants, chaque nuit sans sommeil à me demander si je faisais assez pour ma famille, cela ne comptait pas. Comme si les sacrifices m'appartenaient, mais étaient là pour qu'elle les récupère. Elle était assise là, sur mon canapé, dans mon salon, avec un genre de calme et d'entitlement qui me faisait sentir comme si j'étais l'intrus chez moi. Son ton n'était pas désespéré. Il n'était pas suppliant. C'était transactionnel. De la même manière que vous diriez à un guichetier quelle somme retirer. Sauf que cette fois-ci, la monnaie était mon héritage, l'avenir de mes enfants, la sécurité de ma famille, Émilie, la locataire que j'avais défendue quand mes propres amis m'avaient averti qu'elle profiterait de moi. La femme pour laquelle j'avais eu de la peine quand elle s'était effondrée en parlant de son ex qui était parti, la laissant élever Lily seule. J'ai gelé son loyer. J'ai refusé de l'expulser, même quand les temps étaient durs. Je l'ai écoutée. Je me suis préoccupé d'elle. Et maintenant, elle me regardait comme si j'étais un genre de vilain pour ne pas vouloir vendre le toit au-dessus de la tête de mes enfants pour que sa fille puisse aller dans une école de la Ivy League. Et le pire dans tout ça, elle ne l'a même pas dit avec colère. Il n'y avait aucune émotion. Juste une certitude. Comme si je lui devais quelque chose. Comme si ma bienveillance avait une date d'expiration que j'avais manquée et qu'elle était là pour la récupérer. Elle avait même une estimation prête. Un ami dans l'immobilier qui avait évalué la propriété, ma première propriété, celle que j'avais achetée avant le mariage, avant les enfants, comme étant plus que suffisante pour couvrir les frais de scolarité, les frais de subsistance, et même plus. Elle l'a dit comme si elle me rendait un service, comme si je devais être reconnaissant d'avoir une cause aussi noble pour y investir le fruit de mon travail de toute une vie. Ce qu'elle ne savait pas, ou ne se souciait peut-être pas de se rappeler, c'est que cette maison n'était pas qu'un simple bâtiment. C'était le rêve que mes parents ont poursuivi jusqu'à leur mort, le symbole de tout ce que j'avais juré donner à mes enfants, ce que je n'ai jamais eu, une base pour leur avenir, leur héritage. Ma preuve à l'univers que le travail acharné signifie réellement quelque chose. Et maintenant, elle voulait tout effacer. Tout. Pour une fille qui n'était pas la mienne. Pour un rêve que je n'avais pas rêvé. Je n'ai jamais ressenti la rage et le chagrin en même temps comme ça. Ce n'était pas juste du droit. C'était invasif, parasitique. Et si vous pensez que c'était le moment où tout a explosé, vous vous trompez. C'était juste l'étincelle. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé ensuite. Elle se pencha en avant, son expression passant de l'entitlement calme à quelque chose qui ressemblait à de la patience condescendante. John, s'il te plaît, commença-t-elle, sa voix adoptant un ton doux et suppliant qui me fit immédiatement grincer des dents. Essaye de voir les choses de mon point de vue, du point de vue de Lily. Ce n'est pas n'importe quelle université, c'est son rêve. C'est la clé qui ouvre un avenir libre des luttes que j'ai endurées. Toi, parmi tous les gens, tu devrais comprendre l'ambition. Tu as construit tout cela, dit-elle en désignant non seulement la maison, mais, je suppose, ma vie entière, à partir de pratiquement rien. Tu sais ce que ça signifie vouloir quelque chose de mieux. Son essai de comparer le désir de sa fille pour une éducation spécifique et excessivement chère à ma lutte de toute une vie, au sacrifice que Sarah et moi avions fait, au risque, calculé que nous avions pris, était exaspérant. C'est une simplification grossière, Émilie, et franchement, c'est insultant, répliquai-je, luttant pour garder mon calme. Mes parents rêvaient de posséder une maison, une sécurité de base qu'ils n'ont jamais eue. J'ai travaillé pour m'assurer que ma famille ne connaisse pas la même précarité. Cette maison, les autres, elles représentent des années de journées de 18 heures, de privation, de réinvestissement de chaque centime. Ce n'est pas un gain de loterie que je garde. Elle ricana alors, un petit bruit de mépris qui me fit grincer des dents. Oh, s'il te plaît, John, ne sois pas aussi dramatique. Ce n'est qu'une maison. Tu en as d'autres. Pour toi, c'est une petite gêne. Un réarrangement de ton portefeuille. Pour Lily, c'est tout. Toute sa trajectoire de vie sera définie par cette opportunité. Puis elle lâcha une autre bombe décontractée qui me fit presque reculer physiquement. Et comme je l'ai dit, j'ai déjà demandé à un ami dans l'immobilier de faire les calculs. La valeur marchande actuelle, bien plus que suffisant. On pourrait même discuter de toi nous offrant la différence après la vente, pour aider avec l'installation initiale de Lily. Considère ça comme un geste philanthropique. M'offrir la différence? Ma mâchoire se serra. Le niveau de sa déraison était stupéfiant. Émilie,
dis-je, ma voix devenant dangereusement basse. Tu es tellement hors de propos que tu ne vois même plus la limite. Je ne vais pas vendre ma propriété. Je ne vais pas te donner des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. La réponse est non, sans équivoque. Cette discussion est terminée. Je me levai, ne voulant rien d'autre que m'échapper de l'atmosphère suffocante de ces attentes débridées. Mais elle était comme un chien avec un os. Ses yeux se remplirent de larmes, l'image même de l'angoisse maternelle. Mais John, qu'en est-il de Lily? Tu veux dire que ses rêves n'ont pas d'importance? Qu'elle ne mérite pas cette chance simplement parce que sa mère n'est pas riche? Je pensais que tu étais un homme bien, un homme gentil, l'homme qui nous a donné ce loyer abordable pendant si longtemps. Elle utilisait ma générosité passée comme une arme, la tordant en une obligation pour un sacrifice futur bien plus important. Ma gentillesse passée ne t'entitle pas à mes biens futurs, Émilie, dis-je, ma patience étant sur le point de se briser. Lily est une fille brillante. Je ne doute pas qu'elle réussira où qu'elle aille. Il existe d'innombrables universités excellentes, dont beaucoup offrent une aide financière substantielle ou sont plus raisonnablement tarifées. As-tu exploré ces options? As-tu envisagé des options dans l'État? Son visage se durcit. Aucun d'entre eux n'est le bon, insista-t-elle en haussant le ton. C'est son destin, et tu t'y opposes. Est-ce parce que tu penses qu'elle n'en vaut pas la peine? Ou tu es juste égoïste? L'accusation était suspendue dans l'air, laide et venimeuse. J'ai regardé cette femme, la locataire que j'avais essayé d'aider, devenue une étrangère dévorée par un étrange et rapace sentiment d'avoir droit à quelque chose. Le rapport facile que nous avions autrefois partagé s'était transformé en quelque chose de toxique. Il ne s'agissait pas d'un malentendu que je pouvais aplanir par une conversation rationnelle. Il s'agissait d'une demande, et il était clair qu'elle n'allait pas accepter un refus sans se battre. Un combat que je réalisais de plus en plus, et avec colère, que j'allais devoir lui livrer. Mon non ferme, prononcé avec ce que je pensais être une finalité sans équivoque, semblait s'évaporer dans le papier peint à motifs floraux du salon d'Émilie au moment où j'ai franchi sa porte. J'avais espéré, prier même, qu'elle réfléchirait, qu'elle consulterait peut-être un ami sensé et qu'elle reconnaîtrait la folie de sa demande. Au lieu de cela, les jours suivants se sont transformés en une campagne surréaliste de pression croissante, un cours magistral de chantage émotionnel et de persuasion implacable auquel je n'étais absolument pas préparé. Tout a commencé subtilement. Une avalanche de textos, chacun d'entre eux étant une tentative de culpabilisation soigneusement élaborée. Lily a pleuré toute la nuit, John. Elle pense que ses rêves ne valent rien parce que nous ne sommes pas assez importants pour que des gens comme toi nous aident. Puis, je sais que tu as dit non, mais j'ai trouvé un article sur les propriétaires philanthropes. Peut-être que tu as juste besoin de voir les choses sous un angle différent, suivi d'un lien vers un obscur article de blog. Je les ai ignorés, espérant que le silence traduirait ma position inébranlable. Cela n'a fait que l'encourager. Les textos se sont rapidement transformés en messages vocaux, son ton passant de plaintif à insistant, puis se teintant d'une pointe de désespoir qui me donnait la chair de poule. Elle appelait à toute heure, laissant de longs messages décousus détaillant les nombreuses vertus de Lily, les sacrifices qu'elle avait faits en tant que mère célibataire, et comment mon refus était une trahison non seulement de Lily, mais aussi d'un code humanitaire tacite qu'elle semblait croire que tous les propriétaires étaient tenus de respecter. Vous avez le pouvoir de changer une vie, John, disait un message vocal particulièrement mémorable, empreint d'un pathos fabriqué. Ne laissez pas votre attachement aux briques et aux mortiers vous aveugler. Qu'est-ce qui est le plus important? Une maison vide qui prend de la valeur ou un jeune esprit brillant qui reçoit l'éducation qu'il mérite? J'ai commencé à filtrer ses appels. C'est alors qu'elle a commencé à se présenter dans mes autres propriétés, me prenant en embuscade lors des contrôles de maintenance de routine, les yeux écarquillés et suppliants, avec un nouveau lot de raisons pour lesquelles je devrais reconsidérer ma décision. Elle a même coincé ma femme, Sarah, à la sortie de l'épicerie un après-midi, se lançant dans un monologue larmoyant sur les espoirs déçus de Lily, mettant Sarah profondément mal à l'aise et furieuse contre moi de ne pas avoir géré la situation de manière plus définitive, bien que je ne sache pas comment on peut gérer une telle irrationalité. Sarah, au cœur pragmatique, a dit à Emily en termes très clairs que nos finances et nos investissements étaient une décision commune, et que la réponse restait un non catégorique. Emily, bien sûr, a détourné l'information, se lamentant plus tard dans un texto que Sarah était clairement celle qui tirait les ficelles, et qu'il était triste de voir un homme bien contrôlé de la sorte. La première véritable sonnette d'alarme, celle qui m'a fait comprendre qu'il ne s'agissait plus d'un simple désespoir mal avisé, mais de quelque chose de plus sinistre,
a retenti lorsque j'ai reçu un appel de Madame Henderson, une gentille dame âgée qui louait un petit duplex à quelques pâtés de maison de chez moi. John, mon cher, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante, Émilie de votre maison d'Elm Street est passée. Elle était assez bouleversée. Elle m'a dit que vous refusiez d'aider sa fille à aller à l'université, alors que vous pourriez facilement vous le permettre en vendant cette propriété. Elle a dit que vous étiez... Eh bien, elle a laissé entendre que vous étiez plutôt sans cœur, surtout compte tenu de ses difficultés. Mon sang ne fit qu'un tour. Émilie essayait maintenant activement d'empoisonner ma réputation auprès de mes autres locataires, auprès de la communauté. La relation décontractée entre propriétaires et locataires que nous avions autrefois n'était plus qu'un lointain et naïf souvenir. Cela tournait au siège. J'ai essayé d'expliquer calmement la situation à Madame Henderson, le caractère tout à fait déraisonnable de la demande d'Émilie, mais les graines du doute avaient été semées. Puis vint le loyer. Le premier du mois arriva, et le paiement rapide habituel d'Émilie manqua ostensiblement. Une semaine s'est écoulée. Un autre courriel de rappel poli de ma part est resté sans réponse. Lorsque j'ai fini par l'appeler, me préparant à un nouveau barrage de supplications, son ton était étonnamment différent. Il était froid, plein de défis. Oh, le loyer, a-t-elle dit, comme s'il s'agissait d'une réflexion amusante après coup. Eh bien, John, puisque vous n'êtes pas prêt à être raisonnable pour aider Lily, peut-être que je ne devrais pas l'être non plus pour financer votre portefeuille. Considérez cela comme un levier. Une fois que vous aurez accepté de vendre la maison et d'assurer l'avenir de Lily, nous pourrons discuter des remboursements. Je suis restée muette. Elle retenait le loyer, une violation flagrante de notre accord juridiquement contraignant, comme tactique pour me forcer la main. Émilie, ai-je dit, la voix dangereusement basse, tu joues un jeu très risqué. Ce loyer est dû. Si vous ne le payez pas, je n'aurai d'autre choix que d'entamer une procédure d'expulsion. Vous comprenez cela? Son rire est court, cassant. Expulser une mère célibataire en difficulté, dont le seul crime est de vouloir le meilleur pour sa brillante fille, juste au moment où cette fille est sur le point d'entrer à l'université? Oh, je ne pense pas que ce serait très bien pour vous, John. Pas du tout. Surtout quand tout le monde découvrira pourquoi je ne peux pas payer. La menace voilée était sans équivoque. Elle n'allait pas seulement manquer à ses obligations, elle allait me faire passer publiquement pour le méchant qui l'avait poussé à le faire. Les discussions amicales et décontractées sur les robinets qui fuient semblaient remonter à une éternité. Cette femme était prête à tout brûler, y compris sa propre sécurité, pour obtenir ce qu'elle voulait. Et mes biens, ma tranquillité d'esprit et la réputation de ma famille se trouvaient sur le chemin de son brasier moralisateur. La menace d'Émilie de ternir ma réputation n'était pas vaine. C'était une déclaration de guerre, et elle a lancé son offensive avec une rapidité et une méchanceté alarmantes. Les semaines qui suivirent devinrent un véritable cauchemar, une lente crucifixion publique orchestrée par une femme qui s'était en quelque sorte convaincue que mes biens lui revenaient de droit. Lorsque sa tactique de retenir le loyer n'a pas donné lieu à une capitulation immédiate, lorsque je n'ai pas produit comme par magie un panneau à vendre et un chèque en blanc pour les frais de scolarité de Lily, elle est passée à l'escalade, rendant ses griefs publics avec une vengeance dont l'ampleur était terrifiante. Elle a commencé par les voisins. J'entendais des bribes de conversation de la part d'autres locataires, de connaissances dans la communauté. Émilie, les larmes aux yeux, racontait une version édulcorée de nos conversations, me dépeignant comme un personnage insensible, semblable à Scrooge, amassant des richesses pendant que les rêves de sa brillante fille s'étiolaient. Elle omettait commodément le loyer subventionné que j'avais fourni pendant des années, le fait que la propriété en question représentait une part importante de la sécurité financière de ma famille et l'insanité totale de sa demande principale. Elle était une mère célibataire en difficulté, une victime. J'étais le propriétaire cupide, l'obstacle. C'était un récit simple et puissant qui, dans un monde prompt à juger et lent à enquêter, a trouvé un terrain fertile. Puis vint l'assaut des médias sociaux. Émilie, que j'avais toujours considérée comme modérément douée pour la technologie, s'est soudain transformée en martyr numérique. Elle a rédigé un long message Facebook chargé d'émotions, un chef-d'œuvre de narration manipulatrice. Elle y détaillait les résultats scolaires de sa fille, ses propres sacrifices inlassables, puis le coup de grâce, son propriétaire sans cœur, un homme aux moyens considérables, une exagération sauvage de ma situation financière, empêchait à lui, seule Lily, de fréquenter l'université de ses rêves en refusant une simple demande, de lui prêter l'argent en vendant l'une de ses nombreuses propriétés sous-exploitées. Elle a même inclus un selfie d'elle et de Lily, les larmes aux yeux, légendé avec quelque chose comme « prier pour un miracle », car certaines personnes n'ont tout simplement pas de cœur.
Dreams deferred, Sir Selfish Landlord. Le message est devenu viral au sein de nos groupes communautaires locaux en ligne. Les commentaires ont afflué, une avalanche de sympathie pour Emily et un torrent de condamnation pour moi. Des gens qui me connaissaient depuis des années, avec qui j'avais partagé un café, dont les enfants jouaient avec les miens, ont commencé à me regarder différemment. Le signe de tête amical de Hems, Abernathy, de l'autre côté de la rue, a été remplacé par un regard froid et évaluateur. Madame Davis, de l'association des parents d'élèves, d'habitude si bavarde, a soudain trouvé son téléphone immensément intéressant dès que j'étais près d'elle. Je me sentais comme un étranger dans ma propre ville, les chuchotements et les regards en coin me suivant comme un linceul. Sarah, ma femme habituellement imperturbable, était furieuse. Elle a essayé d'intervenir, de raisonner Émilie directement. Elle l'a appelée, espérant une conversation calme et adulte. Ce qu'elle a obtenu, c'est une tirade. Émilie a accusé Sarah d'être jalouse de l'intelligence de Lily, de ne pas comprendre le véritable sacrifice maternel, et a répété que nous, en tant que couple, avions clairement les moyens et que nous faisions simplement preuve de cruauté et d'obstruction. Tu pourrais le convaincre, Sarah. Émilie s'était écriée au téléphone, selon ma femme. Si tu te préoccupais vraiment de l'avenir de cette fille, tu ferais entendre raison à John. C'est ton obligation morale. La conversation s'est terminée avec Émilie qui a claqué le téléphone, laissant Sarah ébranlée et plus en colère que je ne l'avais jamais vue. Mais le véritable point de basculement, le moment où le poids insupportable de la campagne d'Émilie a menacé de nous écraser, c'est lorsqu'il a commencé à affecter nos enfants. Tom, mon fils de 10 ans, est rentré de l'école un jour, les larmes aux yeux, la lèvre tremblante. Des enfants plus âgés l'avaient coincé dans la cour de récréation, répétant des phrases qu'ils avaient manifestement entendues de leurs parents ou vues en ligne. Ton père est un riche méchant qui ne veut pas aider les pauvres, avait ricané l'un d'eux. Il empêche une fille intelligente d'aller à l'université. Ma fille, Mia, d'habitude si pétillante, est devenue silencieuse et renfermée, avouant qu'un camarade de classe avait traité son père de cupide et méchant. C'est tout. La limite avait été franchie. La guerre d'Émilie n'était plus seulement contre moi. Elle avait entraîné mes enfants innocents dans son champ de bataille toxique. La détresse dans leurs yeux, la confusion, la honte imméritée, c'était un couteau dans mon cœur. Mon silence, mon espoir que tout cela se termine d'une manière ou d'une autre, n'était plus une option. Cette femme n'était pas seulement implacable, elle était destructrice. Elle essayait de démanteler ma vie, morceau par morceau, en commençant par ma réputation et en s'attaquant maintenant à la paix de ma famille. Le propriétaire tranquille, sans prétention, qui voulait simplement subvenir aux besoins de sa famille et peut-être faire un peu de bien au passage, n'était plus là. À sa place, il y avait un père, un mari, prêt à se battre avec tout ce qu'il avait. Il était temps d'arrêter de jouer à la défense. Il était temps d'appeler un avocat. La décision de riposter, d'amener enfin l'insidieuse campagne de mensonges d'Émilie sous la lumière crue et impitoyable de l'examen juridique, a allumé en moi un feu froid et inflexible. Les larmes de mes enfants avaient été le catalyseur ultime. J'ai fait appel à Matthew, un avocat dont la réputation de ténacité au tribunal était légendaire. Notre première consultation a permis d'inventorier l'escalade du harcèlement d'Émilie. Les textos manipulateurs, les messages vocaux culpabilisants, les captures d'écran de ces messages incendiaires sur les réseaux sociaux, me dépeignant comme un monstre, ainsi que les témoignages de voisins non affectés et l'impact documenté de l'intimidation sur mes enfants. Mathieu écoutait, son expression se durcissant, une lueur prédatrice dans ses yeux qui offrait une lueur d'espoir combatif. Notre première action, une lettre officielle de cessation et d'abstention, exigeant qu'Émilie retire toutes les déclarations diffamatoires et mette fin aux communications de harcèlement. L'impact a été immédiat. Ces messages paniqués ont inondé mon téléphone. John, énorme malentendu. Nous devons parler. Je n'ai jamais voulu faire de mal. Ma réponse, par l'intermédiaire de Matthew, a été glaçante et définitive. Émilie, il n'y a pas de malentendu. Les communications futures se feront par l'intermédiaire d'un avocat. Préparez-vous pour le tribunal. Comme on pouvait s'y attendre, la réponse officielle d'Émilie n'était pas une excuse, mais une diatribe de nouveaux mensonges. J'avais demandé un loyer exorbitant, un mensonge prouvé par notre contrat et nos relevés. De paiement, j'avais exploité sa vulnérabilité, et mon action en justice était une tentative malveillante de faire taire une mère courageuse et qui dit la vérité. Matthew ne s'est pas laissé décontenancer. Encore de la corde, avait-il remarqué avec un mince sourire. Les semaines qui ont précédé le procès ont été atroces. Les rumeurs de la ville se sont intensifiées, Émilie étant devenue une martyre en ligne,
ses messages devenant de plus en plus désespérés, allant jusqu'à lancer un pathétique GoFundMe. Certains parents éloignés, influencés par son attitude théâtrale, m'ont exhorté à donner un peu de répit à la pauvre femme. À l'amiable, après qu'elle m'ait accusé d'abus financiers et qu'elle ait lancé une foule sur les réseaux sociaux contre ma famille, la naïveté est stupéfiante. La tension régnait dans la salle d'audience. Émilie, aux côtés de son jeune avocat, jouait l'innocente lésée, se tamponnant les yeux. Son témoignage était digne d'un Oscar. Les larmes étaient au rendez-vous lorsqu'elle décrivait ses luttes incessantes. La brillance exceptionnelle de Lily, son simple plaidoyer de mère, et mon refus cruel et inflexible. Elle a parlé de mon vaste empire immobilier et de la façon dont la vente d'une maison insignifiante ne signifierait rien pour moi, mais le salut pour sa fille. Elle a même déformé un commentaire désinvolte que j'avais fait un jour à propos d'une réparation pour en faire la preuve de ma prétendue richesse illimitée. Ensuite, son avocat a appelé un témoin surprise, Madame Albright, une amie proche de la famille. Elle a commis un parjure flagrant, jurant qu'elle m'avait vu promettre à Emily de vendre la propriété d'Elm Street pour Lily, me citant en disant que tous les enfants méritants ont besoin d'une chance. J'étais abasourdi. Emily n'a pas voulu croiser mon regard, se concentrant sur ses mains jointes. L'audace était à couper le souffle. Elle avait conspiré pour commettre un parjure. Matthew, quant à lui, avait l'air presque joyeux. Son contre-interrogatoire était chirurgical, démontant le témoignage d'Albright. Quand exactement cette prétendue promesse a-t-elle eu lieu, Madame Albright? La date précise? L'heure? L'endroit où se trouvait le café? Que buviez-vous? D'autres témoins? Une preuve écrite? Un texte? Un email? Même une note? Albright a hésité. Son histoire répétée s'est transformée en un fouillis de contradictions et de « je ne me souviens pas ». Elle n'a rien produit. Sa crédibilité et la promesse fabriquée par Emily étaient en lambeaux. Ensuite, notre offensive. Matthew a systématiquement réduit à néant les affirmations d'Emily. Il a présenté notre bail original, un loyer subventionné, inchangé depuis des années. Les relevés bancaires prouvaient qu'elle avait payé régulièrement jusqu'à sa demande. Les reçus vérifiés des locataires de la région prouvaient qu'Emily payait beaucoup moins que le prix du marché. L'expression du juge s'est durcie. Matthew a alors lâché ses propres mots. Des captures d'écran d'accusations diffamatoires sur les réseaux sociaux, des commentaires vitrioliques d'adeptes incités, et un enregistrement vocal très clair d'Emily, menaçant de ruiner ma réputation loin à la ronde, de s'assurer que tout le monde sache quel monstre vous êtes, si je ne vendais pas. La salle d'audience a été parcourue d'un souffle. Le dernier coup, dévastateur, a été la preuve des brimades subies par mes enfants, directement liées à la croisade en ligne d'Emily. Les déclarations anonymes de leurs conseillers scolaires détaillaient le harcèlement, les moqueries, les larmes. La voix de Matthew, habituellement mesurée, résonnait d'une fureur froide lorsqu'il a fait le lien entre le récit de victime d'Emily et la souffrance de mes enfants. Il a brossé un tableau brutal. Il ne s'agissait pas d'une mère désespérée, mais d'une manipulatrice calculatrice qui avait sciemment infligé une grave détresse émotionnelle à une famille pour lui extorquer une demande déraisonnable. Lorsqu'il a terminé, un silence pesant et condamnable a envahi la salle. Émilie, autrefois protagoniste en larmes, paraissait maintenant petite, exposée, sa façade irrévocablement brisée. Le juste tsunami de la vérité était sur le point de s'abattre sur elle. La salle d'audience bourdonne, puis tombe dans un silence stupéfait lorsque le juge prononce le verdict avec une sévérité inébranlable. Émilie est déclarée coupable de diffamation sans équivoque. Son réseau de mensonges méticuleusement construit étant déchiré par le poids indéniable de la vérité. Le jugement a été rapide et sévère. Elle a été condamnée à payer immédiatement tous les loyers impayés, à verser des dommages et intérêts substantiels pour le profond préjudice causé à ma réputation et au bien-être émotionnel de ma famille, et pour ajouter l'insulte à l'injure, à payer tous mes frais d'avocat considérables. Une ordonnance restrictive, ne laissant aucune place à l'ambiguïté, a été immédiatement émise, lui interdisant tout contact ultérieur, direct ou indirect, et toute autre déclaration diffamatoire, en ligne ou autre. J'ai regardé, avec un étrange sentiment de détachement, Émilie se vider de son énergie. Ses épaules, autrefois si arrogantes, se sont affaissées dans une défaite totale. Le masque d'innocence qu'elle avait porté de manière si convaincante tout au long de la procédure avait volé en éclats, révélant le visage cru et laid d'une humiliation amère. Son avocat, le visage cendré, la conduisit à l'écart, une femme brisée qui devait maintenant faire face aux conséquences très réelles et très dures de sa campagne malveillante et calculée. Lily, sa fille, qui avait été obligée d'assister au verdict,
était pâle et ébranlé, les yeux écarquillés par la compréhension douloureuse de la vraie nature de sa mère. En sortant de cette salle d'audience, le poids oppressant de mois de diffamation publique et de stress privé a commencé à se dissiper de mes épaules. La justice n'avait pas seulement été rendue, elle l'avait été avec un coup de marteau retentissant et satisfaisant. Mes biens étaient en sécurité. Le nom de ma famille, si cruellement terni, était blanchi. Et l'arrière-goût puissant qui persiste dans l'air, ce n'était pas seulement une victoire, c'était la paix profonde et inébranlable de savoir que j'avais regardé l'abîme de la tromperie, que je m'étais battu pour ce qui était sans équivoque juste, et que la vérité, à la fin, avait non seulement prévalu, mais avait triomphé de façon spectaculaire. Le cauchemar, enfin, heureusement, était terminé.